Vous êtes sur Kinactu Télévision, la chaîne des prédilections. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'informations sur nos antennes. Tout de suite, les titres. Ce mercredi 15 mai, dans la ville de Goma, il s'est tenu la cérémonie funéraire de victimes du bombardement des camps de déplacés des Mugunga en présence de membres du gouvernement. Ce 15 mai, l'on célèbre la journée internationale des familles en rapport avec leur impact dans la société grâce à l'éducation des hommes et femmes qu'elles forgent pour le survie de l'humanité. Une fois de plus, merci de nous rejoindre. Ouvrons ces pages informatives par les activités parlementaires. Le député national Dédé Moupassa et Roger Bimoala ont renoncé mardi 14 mai dernier à leur candidature au poste de questeur et questeur adjoint du bureau définitif de l'Assemblée nationale, tous du groupement politique A24 de Fifi Masuka Saini. Ils désistent en faveur de leurs collègues du même regroupement, Geneviève Inagossi. Suivez. D'après l'élu du Diofa en province du Kwilu, c'est un homme d'État qu'il dit se désister pour donner la chance à la recomposition d'un bureau qui respecte l'équilibre géopolitique. Dans l'actuelle configuration du ticket de l'Union sacrée de la nation, la Grande Orientale n'est pas représentée. Il pense que sa collègue Geneviève Inagossi peut bien jouer le jeu. Dans le même élan, l'AFDCA retire son candidat questeur, Serge Bahati, élu de Kabare dans la province du Sud Kivu, pour le remplacer par la députée Chimène Polipoli, élue de Malembankulu en province du Haut-Lomami. Cette substitution retire un candidat de trop, la seule province du Sud Kivu qui en comptait 2 sur les 7 membres du bureau dans les tickets de l'Union sacrée de la nation. Il s'agissait de Vital Kamerhe Lwakaningini et de Serge Bahati. La recherche de l'équilibre est toujours en cours. Pour cette mise en place au bureau définitif, seuls 2 postes n'ont pas été utilisés, président et rapporteur. À ces postes, il y a respectivement Vital Kamerhe qui était investi candidat président aux primaires de l'Union sacrée et Jacques Njoli, investi à l'issue des négociations du présidium de cette machine politique. La liste de candidatures retenues est attendue. L'élection et l'installation du bureau, quant à elle, interviendront le samedi 18 mai prochain. Passons à autre chose. Accord de paix et de cessation des hostilités par les communautés et des groupes armés opéra dans la province de l'Ituri. La question était au cœur de l'entretien que le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a accordé le mardi 14 mai dernier à Alison King, ambassadrice de Grande-Bretagne accréditée en République démocratique du Congo. Suivez. Aujourd'hui, les thèmes principaux qu'on a abordés, c'était comment est-ce que le Royaume-Uni puisse soutenir les efforts, les désarmements et la réintégration et réinsertion des anciens combattants en Ituri, dans la province d'Ituri, après l'accord qui a été réalisé avec les 5 groupes armés. Et donc, je crois que nous avons des programmes de stabilisation et d'appui au processus de PDDRCS. Et pour nous, c'est essentiel de démontrer qu'il y a un avenir pacifique et plus profitable, plus rentable pour les anciens combattants. Donc, on a parlé des possibilités de travailler pour accompagner le PDDRCS ici en RDC et surtout dans la province d'Ituri. J'ai félicité le VPM de ses efforts pour ramener la paix dans la province d'Ituri. Nous avons condamné fermement la violence des attentats contre les camps de déplacés
près de Goma. La violence contre les civils n'est jamais acceptable et la violence, l'escalade de la violence est une question très préoccupante pour nous et nous appelons tous les parties prenantes de respecter le droit international humanitaire, c'est-à-dire de protéger les civils surtout et de bien cibler les choses. Et les camps de déplacés ne sont jamais une cible permissible légitime. 3 ans après l'entrée en vigueur de l'état des sièges, un régime spécial décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour mettre fin aux violences armées en Ituri et au Nord Kivu. Le résultat est loin d'être atteint. Selon la société civile de l'Ituri, l'insécurité et les violences armées se sont répandues davantage sur l'ensemble de la province durant la mesure de l'état des sièges. Suivez. 3 ans après l'entrée en vigueur de l'état de siège, un régime spécial décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin aux violences armées en province de l'Ituri et du Nord Kivu. Le résultat est loin d'être atteint. Selon la société civile de l'Ituri, l'insécurité et les violences armées se sont répandues davantage sur l'ensemble de la province durant la mesure de l'état de siège. Dans une déclaration lundi 13 mai dernier à Bunia, elle dresse un bilan accablant de plus de 2000 civils tués, de blessés, de kidnappés et plusieurs cas d'incendie. Pour la société civile, les violences ont atteint un paroxysme durant les 3 ans de l'état de siège en Ituri. Ce bilan est communiqué après une évaluation vendredi dernier de la situation avec les composantes de la société civile. Il contredit les propos du gouverneur militaire de l'Ituri qui estime qu'en 3 ans, son bilan a reçu à 60%, affirmant que ces menaces qui pesaient sur plusieurs entités ont été mises à l'écart et que des habitants de certaines entités commencent déjà à regagner leur région. Du point de vue infrastructurel, la société civile salue l'alphatage de la voirie urbaine à Bunia, la modernisation de l'université de Bunia et de l'aéroport national de Murongo via le financement du gouvernement central. L'état de siège décrété depuis mai 2021 a placé les militaires et policiers à la tête des entités territoriales décentralisées et des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Cette mesure exceptionnelle suscitait une lueur d'espoir des populations de ces 2 provinces qui espéraient le retour effectif de la paix. Comme prévu ce mercredi 15 mai dans la ville de Goma, il s'est tenu la cérémonie funéraire des victimes du bombardement du camp des déplacés de Mugunga en présence des 3 membres du gouvernement. Un espace public était érigé pour l'inhumation de ces 35 personnes décédées. Suivez. Ces bombes expressément orientées sur les populations civiles regroupés dans les camps de déplacés de Mugunga et de Rushagala ont ôté la vie à 35 personnes et blessé grièvement 37 autres, aujourd'hui hospitalisés dans les différentes formations médicales de la ville de Goma. Que Dieu Tout-Puissant donne et recevoir dans sa sainte demeure ceux qui nous ont quittés et redonne la joie de vivre aux familles éplorées. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la mort de ces 35 compatriotes a bousculé la nation congolaise tout entière, augmentant ainsi la vulnérabilité des personnes déplacées qui ont vu leurs abris incendiés et complètement détruits. C'est pourquoi, aussitôt qu'il l'a appris de l'étranger où il s'est séjourné en mission officielle, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a écourté sa visite officielle et regagné le pays pour compatir au malheur qui frappe le Nord Kivu. La barbarie du 3 mai dernier nous laisse un souvenir insoutenable. Que dire de la petite Grâce qui a échappé aux éclats de bombes
et est resté attaché sur le dos de sa mère morte et dont l'image a fait le tour du monde sans que cela émouve les prédateurs à la sorte du Rwanda. Et face à l'insécurité grandissante dans la partie orientale de la RDC, du côté de l'opposition, l'acteur politique Simon Lifeta charge le régime en place et estime que le gouvernement doit impérativement agir pour préserver la sécurité nationale selon le principe de la politique internationale lorsqu'un État est agressé. Suivez-les au micro de votre rédaction. Dans la scène internationale, lorsqu'un État agresse un État, même s'il y a des bourreaux derrière ces pays, il faut d'abord démontrer votre force. Je vous rappelle le cas de l'Ukraine et la Russie. Déjà, la Russie savait très bien que l'Ukraine derrière c'était l'OTAN. Mais comme l'Ukraine voulait se porter garant de venir troubler la sécurité intérieure de la Russie n'a pas laissé faire. Il a d'abord commencé par frapper des petits de course de l'OTAN, et maintenant l'OTAN, s'il intervient à travers son petit, mais quand même le petit sera frappé. Vraiment, moi je pense que les chefs de l'État, il faut à ça tout à quitter pouvoir pour laisser la place pour gérer, puis se retrouver solution à votre problème. Et la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay, a publié un communiqué dénonçant l'exploitation minière illicite sur le périmètre de l'ancien permis d'exploitation numéro 4731 retiré par l'arrêté ministériel numéro 00D122 du cabinet du ministre de Mines du 1er janvier 2023 au 14 juin 2023. Ces périmètres sont désormais dans le domaine de l'État. Suivez. L'exploitation minière artisanale illicite se poursuit sur ces sites. Selon les autorités congolaises, le minerai extrait acheminé dans la ville de Goma ne peuvent être vendus car ils ne sont pas tagués par le système de traçabilité en raison de leur origine illicite. Pour contourner cette difficulté, le vendeur utilise une route alternative passant par Rubaya, Mushake et ensuite vers le Rwanda ou l'Ouganda pour traitement et exportation. Une fois au Rwanda, ces minerais sont tagués et vendus normalement à l'international d'après le même source. Informé de cette situation, la ministre tutelle a autorisé une coopérative minière à s'installer sur le site exploité artisanalement dans le périmètre de l'ancien PE 4731. Cette coopérative a pour mission de fédérer tous les exploitants artisanaux présents avec l'assistance du SAEMAP et de la division de mines du Nord Kivu pour établir la traçabilité des flux et canaliser la production dans les circuits officiels de commercialisation. Le ministère de Mines de la République démocratique du Congo rappelle que le processus de création de la CIRGL a été lancé par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le contexte de conflits armés dans la région des Grands Lacs. Le Conseil de sécurité avait alors reconnu la gravité de la situation en République démocratique du Congo et l'avait qualifié de menace pour la paix et la sécurité internationale. Autre chose dans ce journal, sachez que la journée du 17 mai est déclarée journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cela est contenu dans un communiqué publié par la ministre en charge du travail et de la prévoyance sociale, Claudine Ndoussi. Cette date historique vient rappeler l'entrée de l'AFDEL qui a occasionné la chute du régime et le 32 ans du maréchal Mobutu. Suivez. La journée du 17 mai 2024 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, selon un communiqué du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale. Les organisations professionnelles d'employeurs et de travail en particulier doivent savoir que cette journée du 17 mai, rien ne sera fait. Celle-ci rappelle le soldat de l'AFDEL communément faisait leur entrée triomphale à Kinshasa, en République démocratique du Congo, après 7 mois de guerre, et parti de l'Est de la République démocratique du Congo jusqu'à Kinshasa, la capitale. C'est cet événement qui a mis fin à 32 ans de règne du dictateur Marshal Mobutu.
Une journée inoubliable pour les Congolais et Congolaises qui voulaient à tout prix le départ du dictateur Mobutu du pouvoir. Bonne journée de repos à tous. Restons toujours dans ces chapitres consacrés au combat politique des musées Laurent Désiré Kabila. Il faut noter qu'après l'arrivée de ces géants à la tête de l'AFDEL pour faire partir de la dictature du maréchal Mobutu, une bonne chose, mais cet événement a ouvert une porte à l'infiltration des étrangers au sein de l'administration congolaise et laissant la guerre dans la partie orientale de la RDC. Une réflexion de Patrick John Boukengeshaï. Suivez. Le 17 mai 1997, une journée qui rappelle aux Congolais la chute du président Marshal Mobutu après 32 ans de règne. Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir après 7 mois de guerre qui est parti de l'Est de la République démocratique du Congo jusqu'à Kinshasa. Il devient président, mais il fut assassiné quelques années plus tard, soit le 16 mai 2001, dans son bureau de travail. Les communicateurs de l'Union sacrée, José Kaniki, qui salue l'événement de musée Laurent Désiré Kabila et pense que malgré sa libération de la RDC, mais son arrivée avec le Rwandais avait ouvert la porte à ce que nous vivons aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo. Ça a ouvert la porte à plus de 10 millions de morts. Musée Kabila est venu certes avec certains Congolais, mais la majorité de ces troupes étaient des Rwandais. Et ces Rwandais ont commencé à nous infiltrer depuis cette époque. Notre chef d'état-major à l'époque, c'était tout simplement un Rwandais qui s'est nommé le général James Kabarebe. La dictature est partie, mais l'infiltration a commencé, les morts ont débuté, les désordres, l'est de notre pays a été livré en pâture aux Rwandais, aux multinationales, à travers, n'est-ce pas, tout ce contrat autrefois léonais. En dehors de cet aspect négatif, musée Laurent Désiré Kabila regorgeait des valeurs patriotiques d'un véritable nationaliste. Je reconnais en musée Kabila son amour pour le Congo. Je reconnais en musée Kabila son sens du nationalisme. Il ne voulait que du bien en réalité pour son pays. Je reconnais en Mosé Kabila son patriotisme. Je reconnais qu'il n'a pas voulu trahir le Congo. Mais malheureusement, il était accompagné des traîtres. Ce qui fait de lui, quelque part, complice des traîtres. Notez que cette journée sera chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais cette lutte de musée Laurent Désiré Kabila ne quittera jamais le mémoire des Congolais et Congolaises. Ce 15 mai est marqué par la célébration du 30e anniversaire de la Journée internationale des familles depuis son avènement instauré par les Nations Unies qui se sont intéressées par le résultat des principales activités préparatoires des initiatives de la société civile et des recommandations sur le politique familial. Suivez. Journée internationale de la famille célébrée le 15 mai de chaque année. En effet, au cours des années 1980, les Nations Unies se sont intéressées aux questions qui concernent la famille. Cependant, en 1983, le Conseil économique et social, ECOSOC en sigle, avait sur recommandation de la Commission du développement social, lors de sa 28e session, avait adopté une résolution sur le rôle que joue la famille dans le processus du développement de la prise de conscience globale et de problèmes axés sur le gouvernement et des institutions. Par ailleurs, 7 ans plus tard, soit le 7 décembre 1987, sur recommandation de la Commission du développement social au cours de sa 30e session et du Conseil lui-même était à sa première session ordinaire en date du 28 mai 1987, dont l'Assemblée générale a adopté sa résolution dans laquelle elle a invité tous les États à
donner leurs avis sur la proclamation éventuelle d'une année internationale de la famille. Notons que pour ce 15 mai 2024, elle marque le 30e anniversaire de la Journée internationale de la famille telle qu'arrêtée par l'Assemblée générale en 1993 dans sa résolution A/RSE/47/237 proclamant le 15 mai de chaque année comme Journée internationale de la famille. Parlons à présent du premier lot d'engins réceptionnés à Kinshasa pour booster les travaux d'assainissement de grandes envergures dans les quartiers et coins de la ville. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'intérêt de la ville. Ce premier lot, composé de matériel destiné à l'assainissement et à la propreté de différentes artères en proie de l'insalubrité. Regardez. Ceci est fait suite à une convention de prestation de services de collecte et d'évacuation de déchets et de travaux de propriété publique dans la ville de Kinshasa, signée entre l'hôtel de ville, sous la gestion du gouverneur sortant Gentini Ngobila et la société turque Al-Bareik. Ce premier lot est composé de plus de 50 véhicules, dont de camions poubelles à compression hydraulique, de camions bennes, de balayeuses à voirie, des engins de lavage de voirie, 14 engins, dont de poubelles excavatrices, de bulldozers, de chargeuses sur chenilles, de portes-citernes, ainsi que plus de 3000 poubelles de rue différentes dimensions. Il faut dire que la mise en œuvre de ce projet concourt aux efforts déployés pour faire de Kinshasa une mégapole attractive et rayonnante où il fait beau vivre. Le gouverneur entrant de la ville de Kinshasa est invité à préserver ses acquis, comme l'a dit le chef de l'État, pour le bien-être de la population quinoise, car la réception de ces matériels d'assainissement constitue un coussin important pour faire face aux problèmes de l'insalubrité croissante dans la ville de Kinshasa. Avec l'acquisition de ces premiers lots de matériel, machines et équipements appartenant désormais à la ville de Kinshasa, cette réception promet des grandes réalisations pour ce qui est de la salubrité en vue de redorer l'image de Kinshasa la Belle. À retenir que un deuxième lot est attendu la semaine prochaine. Et cette fois-ci, le valeur nutritive. Que savez-vous donc du bienfait de la carotte? Suivez ce que vous propose la rédaction. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée se prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Page météorologique à présent, sachez que demain dans la capitale congolaise, de nombreuses éclaircies parsemeront le ciel. La température dans la capitale sera de 22 degrés Celsius et la force du vent oscillera aux alentours de 2 km par heure. Et à l'après-midi, il y aura des jolies éclaircies qui seront dominées par une température qui atteindra 32 degrés Celsius avec une ressentie plus chaude de 37 degrés Celsius. Afin dans la soirée, les nuages seront absents. La température retombera vers 28 degrés Celsius, mais la température ressentie plus chaude sera soit de 30 degrés Celsius. C'est ici que s'achève cette grande édition du journal sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Le rappel des titres. Ce mercredi 15 mai, dans la ville de Goma, il s'est tenu la cérémonie funéraire de victimes du bombardement des camps de déplacés des Mugunga en présence de membres du gouvernement.
Ce 15 mai, l'on célèbre la journée internationale des familles en rapport avec leur impact dans la société grâce à l'éducation des hommes et femmes qu'elles forgent pour le survie de l'humanité. Merci infiniment à la conjugaison des efforts de l'équipe rédactionnelle et technique. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.